Bonjour, je suis Camille Weber, présidente de la maison de joaillerie Weber. J'ai la chance de recevoir tous les mois dans mon podcast Les Voix de l'Audace des personnalités qui osent, qui prennent des risques et qui tracent leur propre chemin. L'audace, c'est pas seulement réussir, c'est aussi douter, affronter des épreuves, se relever d'échecs et puis se réinventer. Alors, je vous propose à tous de découvrir les coulisses de l'audace. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans un nouvel épisode des Voix de l'Audace, un épisode un petit peu particulier parce qu'il a été tourné dans le cadre de la journée de droit international de la femme. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Clara Guémard. Bonsoir Camille. Bonsoir Clara, donc je vais parler, dresser un portrait de Clara, en tout cas ce que j'ai pu moi ressentir en lisant les nombreuses interviews et en écoutant également les nombreux podcasts. Donc, Clara Guémard est une femme qui est visionnaire. Elle est engagée, elle est libre, elle est entrepreneur de sa propre vie. L'adversité, elle ne l'a jamais subie. Elle en a fait un moteur. Elle est diplômée de Sciences Po, de l'ENA. Elle a traversé les sphères de pouvoir, de l'État au monde industriel. Elle a été à la tête de General Electric, puis ensuite VP de GE International. Pendant plus de 10 ans, elle va piloter des milliers de collaborateurs et va jouer un rôle clé lors du rachat des activités énergie d'Alstom. Puis, elle va cofonder, aux côtés de Gonzague de Blinière, Raise, qui est un fonds pionnier d'une finance engagée et responsable qui gère aujourd'hui près de 2 milliards d'euros d'actifs. Alors, quelle est la clé d'un tel parcours ? Eh bien, Clara, c'est une femme d'action, mais également de transmission. Une femme de résultats qui place l'humain et le collectif au cœur de la performance. Mère de 9 enfants, elle n'a jamais choisi entre ambition professionnelle et vie personnelle. Elle a choisi d'embrasser les deux. Elle ouvre des chemins là où on ne l'attend pas. Elle avance avec détermination, intelligence et foi en l'autre. La culture patriarcale, on peut dire qu'elle la connaît, elle y a été immergée, mais là aussi, elle a appris à se rendre visible, à affirmer sa place, à transformer les critiques sexistes en énergie de construction, non pas pour écraser, mais pour élever et faire évoluer le regard des autres. Son énergie, sa sagesse, viennent d'une intelligence rare, une intelligence du cœur, autant que de l'esprit, nourrie par la curiosité et donc une profonde générosité. Donc aujourd'hui, Clara est là, avec nous, pour témoigner, pour transmettre, pour inspirer ceux et celles qui sont ici et ceux et celles qui nous écoutent. Et au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, je ne pouvais imaginer inviter plus juste. Donc, bienvenue, Clara, voilà, au podcast. Alors, Clara, moi, j'aime bien toujours comprendre un petit peu d'où viennent justement mes invités et j'aimerais bien comprendre un petit peu ton enfance. Dans quel environnement familial est-ce que tu as grandi ? Ce que t'a apporté cette double culture danoise par ta maman et puis également française par ton papa. Et puis également l'impact d'être la fille de Jérôme Lejeune, qui est un grand médecin-chercheur qui est à l'origine quand même de la découverte de la trisomie 21. Bah, tu as déjà tout dit. Oui, moi j'ai eu la chance de naître dans une famille avec une double culture et je ne sais pas si certaines d'entre vous avaient cette chance-là, mais c'est une richesse énorme parce que ça permet de relativiser son éducation, son environnement et de se rendre compte qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un point de vue, il n'y a pas une manière de faire ou d'éduquer, etc. Et que la diversité est au cœur de la richesse humaine. Ma mère était fille de femme de ménage. Elle a débarqué à Paris après la guerre parce qu'elle était l'une des rares qui avait passé son bac. Elle est elle-même d'origine danoise et esquimaude. Elle connaissait pas vraiment d'ailleurs ses propres origines. Donc elle venait un peu de nulle part et elle a débarqué, elle a été jeune fille au père et un jour elle est allée à la bibliothèque Sainte-Geneviève, elle s'est assise à côté d'un beau garçon, elle a eu besoin d'un stylo et ça a été un coup de foudre et ils se sont mariés et mon père était issu d'une famille pour le coup assez classique
encore que très original dans son mode de fonctionnement. Ma grand-mère était une femme qui s'est mariée à 17 ans, qui a été l'une des toutes premières femmes à avoir le permis de conduire, qui aimait Malheur, qui était assez iconoclaste. Et mon grand-père, que j'ai pas connu, était un avocat qui a été obligé de reprendre l'entreprise familiale et qui a fait totalement faillite pendant la guerre parce qu'évidemment, il donnait tout son argent aux gens qui passaient, et notamment les juifs qui passaient et qui avaient besoin de s'évader. Et ce choc des cultures a fait que on a vécu en mangeant des tartines à la danoise et des couettes à la maison. Et moi, quand j'allais chez mes amis, il y avait des fauteuils sur lesquels c'était très inconfortable de s'asseoir. On dormait dans des draps bordés, etc. Et donc moi, ça m'a donné comment dire, euh, le goût de la découverte, le goût, l'envie d'apprendre, l'envie d'explorer des mondes. J'ai su dès la naissance, en fait, enfin, dès que j'étais petite, qu'il y avait un ailleurs. Et je crois que moi, ce qui m'a beaucoup animée dans ma vie, c'est l'envie d'apprendre, c'est la curiosité, c'est d'aller respirer le monde. Et de cela, j'avais un père aussi, tu l'as dit, Jérôme Lejeune, qui était un chercheur. Et je lui demandais toujours, mais papa, comment tu fais pour trouver? Et il m'expliquait que quand on est chercheur, on creuse un sillon et puis au bout d'un moment, on bute. Et en fait, il faut revenir en arrière et en creuser un autre d'un autre côté. Et en fait, que la vérité, elle a jamais qu'une seule face, et qu'il faut savoir repartir en arrière, recommencer, rechercher par ailleurs et tout ça. Donc, ça, je crois que cette enfance, elle m'a donné, oui, c'est ça, le goût de la curiosité et la compréhension toute jeune que on vivait dans un univers certes solide, une famille, une éducation, une école, mais qu'il y avait tellement d'autres manières de vivre. Et avec justement l'exemple de ton père, qui était quand même au service de la recherche médicale des plus vulnérables, est-ce que tu as toujours eu en toi cette volonté de servir une cause plus grande que ta propre cause, finalement, d'avoir un peu une mission en toi? Non, moi je me suis jamais sentie une vision messianique du tout. En fait, c'est vrai que mon père, il s'est consacré aux malades de l'intelligence. C'est lui qui a découvert la première cause de la maladie, le fait qu'il y avait une cause génétique aux maladies de l'intelligence. Il a créé la première chaire de génétique fondamentale en France. Il a formé des générations de généticiens en France et dans le monde. Il a créé beaucoup de centres de recherche de génétique dans le monde, mais il était d'une humilité absolument incroyable. Et il avait une consultation où il y avait 9000 patients, et il les connaissait tous par leur prénom. Et il avait une manière de faire une consultation où, surtout quand des parents découvraient qu'ils avaient un enfant qui était différent des autres, c'est toujours extrêmement perturbant. J'aime beaucoup la phrase d'Augustin Paluel-Marmont qui dit « C'est un bonheur que je ne souhaite à personne ». Et en fait, au lieu de faire une consultation standard, il prenait deux chaises qu'il mettait face à face, il mettait une blouse blanche soit au père, soit à la mère, et il consultait l'enfant sur les genoux du parent. Et en l'appelant par le prénom et tout ça. Et j'ai encore maintenant des témoignages de parents qui disent, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était mon enfant, que je l'aimais. Certes, il avait une maladie, mais c'était la maladie ne focalisait pas tout. En fait, cet enfant avait un devenir. Donc cet engagement-là, ça m'a toujours beaucoup touchée. Mais non, moi, de toute façon, moi j'étais une élève assez rêveuse, donc j'étais j'étais la fille du poème de Jacques Prévert, c'est-à-dire que j'essayais de bien écouter parce que j'étais une petite fille assez obéissante et consciencieuse, mais dès que ça allait trop lentement, je partais dans mes rêves, j'avais perdu la moitié du cours, enfin, donc j'étais pas forcément une très bonne élève. Et j'ai longtemps pensé que j'étais tout à fait inapte aux études. Donc non, je ne me projetais pas dans... Mais en revanche, scolaire quand tu étais... Non, j'étais pas... Enfin, c'est comme si Juliette Funès qu'on a reçue, qui nous a dit qu'elle a eu 11 au bac de philo. Moi, j'ai eu péniblement mon bac avec une mention assez bien, quoi. J'étais pas non, j'étais pas du tout première de classe, mais
mais j'aimais apprendre. J'aimais apprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, on m'aurait fait des diagnostics pour dire que j'étais, je sais plus, TDAH. TDAH, un truc comme ça, certainement. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et non, ce qui est vrai, c'est que ce dont j'avais envie, c'est d'abord de ne pas être passager du train, de ne pas regarder la vie couler et de participer à quelque chose de plus grand que moi. Mais je n'avais pas d'idée préconçue. Et puis surtout, je voyais mon père qui partait en voyage. Je me souviens très bien que quand on était enfant, on allait en voiture à Orly chercher mon père qui revenait du Japon, des États-Unis et tout ça. Et à l'époque, on pouvait aller sur la plateforme. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Annie Girardot, Ouais. L'homme que j'aimais, je crois, où elle attend Jean-Paul Belmondo sur cette plateforme-là, qui évidemment n'arrivera pas, mais et on l'attendait et on voyait notre père qui descendait de la caravelle. Et moi, j'avais envie d'avoir la vie de mon père, j'avais pas envie d'avoir la vie de ma mère, hein, qui à l'époque, les femmes, elles étaient, surtout les femmes au foyer, il y avait pas on n'a pas eu tout de suite un frigo, on n'a pas eu tout de suite la machine à laver et tout ça, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'intendances et je trouvais que la vie de mon père était beaucoup plus marrante. Donc quand j'étais enfant, s'il y avait une chose que j'aurais aimé changer dans ma vie, c'est d'être un garçon. Et en fait, j'ai compris que je pouvais avoir une vie de garçon en restant une femme. C'est hyper intéressant parce que toi, t'avais 3 frères et sœurs, c'est ça? Vous étiez On est 4? 5. Ah, vous Moi, étiez j'étais 5. quatrième. Et tu commences tes études en fait à Sciences Po. Alors, je commence, non, moi, je sors du bac, j'ai fait un bac à l'époque C, parce que je suis très vieille, et scientifique, alors que j'étais absolument nulle en maths. Et j'adorais l'histoire, donc je suis allée faire une fac d'histoire. Et la vie, c'est vraiment que des rencontres, parce qu'on avait en première et en terminale une professeure d'histoire géographie qui était absolument passionnante. Et par fidélité, je suis allée la voir. Et c'est elle qui m'a parlé de Sciences Po, mais moi, je ne connaissais pas Sciences Po, j'en avais jamais entendu parler. Et elle m'a parlé de ce qu'était le programme de Sciences Po. Et je me suis dit, ah, ça m'intéresse. Et donc, je suis allée m'inscrire et je suis restée pour la première fois l'été avec mon père pour réviser Sciences Po sur mes cahiers de première et de terminale. Et à la grande surprise de la famille, parce que personne, dans ma famille, on me disait, mais pourquoi elle fait ça? Ben, j'ai été reçue, haut la main d'ailleurs. Et, et j'ai été, là pour le coup, c'était des études qui vraiment m'ont passionnée parce qu'on apprend comment le monde marche quand on fait de la géopolitique, quand on fait de l'économie, quand on fait de la finance publique, comment marche la sécurité sociale. En fait, brusquement, le monde que vous lisez dans les journaux, et vous comprenez pas le dessous des cartes, vous comprenez comment ça fonctionne et ça m'a passionnée. Et pour en venir à l'ENA, en fait, moi, je restais toujours dans l'idée que j'étais inapte aux études parce que je n'avais pas été très bonne à l'école. Et c'est ma sœur qui m'a inscrit à un concours d'attaché de la ville de Paris. Et j'en suis sortie major. Et donc, je suis rentrée au cabinet de Jacques Chirac. Et le directeur de cabinet, qui s'appelait Bernard Billot, était un homme absolument délicieux. Donc, j'avais un tout petit bureau juste à côté du sien et du maire. Je me souviens, les interventions. Et un jour, il m'a convoquée dans son bureau et il m'a rien dit, c'était en juillet. Et il m'a tendu une lettre signée par le maire Jacques Chirac, me donnant 2 mois de congés payés en me disant « Clara, il faut que tu passes l'ENA ». Et en fait, c'est parce qu'il m'a fait confiance. Comme c'est toujours des rencontres, hein, Madame Faure. Ouais, c'est des rencontres. Mais il t'avait repéré alors? Tu avais déjà travaillé Non, un peu mais avec enfin, lui? ça faisait 1 an et demi, 1 an que je travaillais avec lui. Et il m'avait dit, tu peux pas rester attaché d'administration, faut que tu passes l'ENA, parce que sinon, tu auras toujours. L'administration est ainsi faite que ça se passe toujours. Mais pour moi, c'était pour les génies, l'ENA. C'était totalement inaccessible. Et à partir du moment où il me faisait confiance et il me disait, pars travailler. Donc, je suis retournée encore un été à travailler avec mon père qui était resté à Paris et à réviser l'ENA. Et ça a marché. Et il y a Dominique de Villepin aussi qui t'a aidé pour oui, c'est préparer vrai. Alors, Dominique de Villepin, c'est une jolie rencontre parce que
Je le connaissais pas, mais il enseignait, il était à l'époque jeune administrateur au Quai d'Orsay et il passait tout l'été à Paris et il enseignait à Sciences Po. Et il enseignait enfin, dans une conférence auquel un de mes amis participait et il a dit à ses élèves, si vous voulez, moi je suis à Paris, je peux accompagner ceux qui préparent l'ENA. Et j'y suis allée avec cet ami, il nous a donné un devoir à faire et il a dit à cet ami, écoute, toi, t'as pas le niveau, c'est pas la peine que tu essayes. Et moi, toutes les semaines, j'allais le voir et il me donnait des devoirs à faire. Et tout l'été, il m'a accompagnée totalement gratuitement. Il m'a jamais rien fait payer. Il m'invitait même à déjeuner. Et je lui dois d'avoir été coachée pour réviser l'ENA. Donc oui, encore une fois, des rencontres. Quand tu sors de l'ENA, est-ce que tu te dis que tu as envie de travailler dans le public et de servir, de trouver des problèmes complexes, en fait? Alors moi, j'avais envie d'aider mon pays, oui. J'avais vraiment envie de servir quelque chose, encore une fois, de plus grand que moi. Je me voyais pas du tout à l'époque travailler dans une entreprise, à essayer de promouvoir un produit et tout ça. Moi, j'ai toujours été une grande idéaliste, un peu naïve. Et oui, j'étais contente de servir à la mairie de Paris. Mais oui, l'État, ça m'allait bien parce que bon, d'abord, on gère des problèmes très complexes et j'aimais bien l'idée oui, de servir mon pays en étant fonctionnaire, en étant haut fonctionnaire, oui. Et Et on est parti. Enfin, oui, vas-y. non, non, alors moi, j'avais une question sur l'ENA en tant que telle et la formation, justement, pour diriger le pays. Est-ce que tu considères aujourd'hui que l'ENA, c'est une bonne formation, justement, pour diriger le pays? Je m'explique. Bon, toi, tu es passé par le privé, mais tu as quand même beaucoup de dirigeants ou de présidents de la République qui n'ont jamais géré une entreprise. Est-ce que tu penses que finalement c'est une erreur ou pas? Un biais en tout cas. Écoute, moi, je pense que l'ENA, il en sort des promotions de 80 personnes tous les ans et toutes les personnes sont différentes. Ce qui est sûr, c'est que pour faire l'ENA, tu accumules quand même une quantité de connaissances et de savoir, mais c'est pas ça qui fait forcément de toi un bon dirigeant ou une bonne personne qui a la capacité de jugement et tout ça. Mais ce qu'on faisait à l'ENA et que moi je trouvais très utile et qui m'a servi toute ma vie, c'est qu'on te donne des très gros dossiers et que sur lequel tu dois faire une note en 2 pages pour un ministre, pour l'aider à sa décision. Et ça t'apprend à dégager l'essentiel de l'accessoire. Et au fond, tu te rends compte qu'une grande partie d'être dirigeant, c'est de savoir, dans un fatras d'informations qu'on te donne, savoir les hiérarchiser, comprendre ce qui est urgent, comprendre ce qui est important, comprendre ce qui est important pour les autres et ce qui est urgent pour les autres, pour d'autres qui ne sont pas forcément la même chose, de les hiérarchiser, de comprendre qu'il y a des choses qui sont importantes que tu ne pourras pas traiter tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais elles sont en chantier et accepter qu'elles soient en chantier. Il y a des choses urgentes que tu peux faire tout de suite, donc tu les fais, même si elles ne sont pas importantes. C'est toute cette hiérarchisation de la complexité de nos vies, hein, et un pas après l'autre. Hein, c'est comme quand tu montes l'Everest. Et ça, en tout cas, moi, l'expérience de la vie publique, enfin de travailler dans l'administration, m'a appris ça. Ça t'a été très utile ensuite dans tes... Bah, tu vois, il y a une chose dont je suis assez fière, c'est que, encore une fois, comme j'ai commencé à travailler au siècle dernier, il y avait la fin du service militaire et il y avait la coopération. Et tout le monde s'en foutait du fait que la coopération s'arrête puisque ça concernait 1500 personnes. Et moi, à l'époque, j'étais chef de bureau à Bercy et je me suis dit, c'est vraiment dommage, c'est un outil formidable. Et avec mon adjoint, on a rédigé la loi sur les VIE et les VIA. Et on a mis 2 ans parce qu'il y a eu une alternance, mais on a convaincu tout le monde, c'était pas du tout un sujet polémique. Mais les entreprises trouvaient ça formidable de pouvoir recruter des jeunes qui sortent d'école pour les envoyer à l'étranger, les tester et ensuite peut-être les embaucher. Et moi, je me disais, pour des jeunes femmes et des jeunes hommes, leur permettre de partir à l'étranger tout de suite après leurs études, ça serait trop dommage que ce ne soit pas possible de le garder. Et aujourd'hui, à chaque fois que je croise un VIA ou un VIE, je leur dis,
Je suis contente parce que c'est quand même J'en suis à l'origine. Tu peux me remercier. non, non, mais voilà, c'est pas. C'est juste pour dire que là, partout là où on est, en fait, même on peut avoir un impact. euh, et, et il faut juste saisir l'opportunité. Donc, tu as officié pendant plus de 20 ans, en fait, dans la fonction publique, en comptant la mairie de Paris, Oui. avant, ensuite 86 En fait, l'ENA. d'abord, on est parti à l'étranger, on est parti en Égypte. D'abord, l'ENA, j'ai un peu oublié la scolarité parce que j'y ai rencontré mon mari, donc c'était beaucoup plus intéressant. Et on est parti, enfin, on a travaillé. Tu as Moi, je suis débuté à la sortie Cour des comptes. Moi, j'ai fait 4 ans à la Cour des comptes. C'est pas la plus joyeuse partie de ma vie professionnelle, puisque je pense qu'on va passer vite dessus, mais bon. Et après, on est parti en Égypte, et là, lui, il était attaché financier sur toute la zone, et moi, j'étais conseiller commercial. Et moi, j'ai adoré ce métier, d'aider les entreprises. Et c'est ça aussi qui m'a fait rencontrer les entreprises, comprendre quels étaient leurs moteurs, leur culture aussi, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant quand tu es conseiller commercial. Tu reçois un jour Alcatel, tu reçois un jour Alstom, tu reçois un jour Total, etc. Et tu vois en rentrant la culture de l'entreprise. Les personnes qui viennent, tu vois tout de suite le mindset. Et c'est hyper instructif. Et puis, à l'époque, l'État avait beaucoup de moyens financiers pour aider les entreprises, les entreprises françaises à se développer à l'international. Donc, on a fait des gros chantiers, et ça, c'était passionnant. Et donc là, tu es au Caire. Tu as déjà des enfants? Alors, on est venu avec 3, on est reparti avec 5. Et la petite anecdote, j'avais écouté ça à la Cour des comptes. Tu as ton boss qui t'a reproché d'être absente à une réunion, mais c'était le jour où tu as couché. Oui. Il y a eu tout un truc autour de... Alors, il y a eu un pataquès épouvantable parce que c'était un monsieur qui était célibataire, qui aimait pas beaucoup les femmes, c'était le moins qu'on puisse dire. Et il avait réussi, dans une réunion, de me retarder dans mon avancement parce que j'avais été absente à cette réunion alors que j'avais accouché. Et évidemment, tous les auditeurs, mes camarades et tout ça, s'étaient mis en rébellion, me demandaient de faire un recours devant le Conseil d'État. J'avais le président de la Cour des comptes qui me disait on a été lâche, calmez le jeu, etc. J'étais prise entre tous les feux. Et je dois dire que là, tu as quand même une décision à prendre. Et moi, j'avais pas envie d'être... alors peut-être par l'acheter, hein, être un emblème, tu vois, de ce combat. J'avais pas envie de passer du temps à clamer mon injustice. J'ai finalement été retardée au début de 3 mois, et puis ensuite d'1 mois dans mon avancement. Enfin, moi, j'avais juste envie d'avancer. Mais j'avais des jeunes camarades qui me disaient mais il faut que tu te battes, c'est un scandale, ce mec, il faut qu'il soit puni et tout ça. Et toi, tu t'es dit, est-ce que tu as ressenti une colère quand même, ou en fait ça a glissé? Tu t'es juste dit, bon, il n'a pas tellement d'intérêt, et tu as été assez pragmatique en te disant, bon... En fait, je savais que j'avais pas envie de faire ma carrière à la cour, donc parce qu'on partait au Caire, et j'avais surtout pas du tout envie de me mettre en position de victime. Je dis souvent que quand on est victime, on est tous et toutes à un moment donné victimes d'injustice. Quand tu te mets en position de victime, sauf si tu as un côté militant et que tu veux incarner un combat, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai pas du tout une âme de militante. En fait, la personne a gagné 2 fois. Parce qu'à la fois, elle t'a fait du mal, et comme tu te mets en position de victime, elle t'incarne, tu vois. Tu vois, c'est ce que je trouve assez extraordinaire avec Gisèle Pénicaud, c'est que elle a eu cette capacité, cette ressource d'être en réalité, certes une victime, mais en fait de devenir une héroïne, en fait. Militante, une héroïne, parce qu'elle a sublimé, elle a montré en fait la face de courage et d'audace, et elle s'est jamais mise en petite femme écrasée. Elle a, tu vois, et ça, moi, je trouve que c'est un très bel exemple de l'attitude que tu peux avoir. Moi, ça m'est arrivé souvent, hein, surtout que j'ai quand même
fait l'essentiel de ma vie professionnelle entourée d'hommes, pas toujours certains très, très formidables, mais beaucoup, pas forcément la petite blonde là qui est là, on se Mmh. demande pourquoi elle est là, etc., qui t'écoute pas quand tu parles et tout. Et si tu t'arrêtes à ça, bah, toi, tu t'avances pas. Et moi, en fait, je me suis faufilée et je les ai doublés, quoi. Tu vois, Tu les as tous ils doublés. étaient Mmh. là à discuter entre eux comme des grands seigneurs et tout. Et moi, je bossais. Voilà. Et Tu as finalement, bossé encore plus qu'eux parce qu'il fallait que tu démontres encore plus je peut-être, sais non? pas. Je sais que c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les femmes travaillent plus que les hommes. Moi, je pense surtout, et je voudrais un peu libérer ça. Faut juste travailler intelligemment. C'est pas d'en faire plus, c'est de le faire mieux. Et je trouve que nous, les femmes, on a souvent une bonne compréhension, parce qu'on a une compréhension horizontale. Quand on rentre chez soi, on vide son lave-vaisselle, on vide son lave-linge, on s'occupe des enfants, on les change, on a une intendance qui te garde dans le concret, dans le réel. Donc, quand tu manies des grands concepts ou des grands enjeux financiers, etc., ça te donne une base très solide de jugement et aussi de compréhension de l'autre. Et, euh, et ça te permet de travailler plus intelligemment, plus vite, d'éviter les réunions inutiles. Mais tu vois, quand t'en parlais, quoi, je sais plus dans où est-ce que j'ai lu ça, mais lorsque tu as été ministre de l'économie et des finances, l'ancien ministre de l'époque, Francis Maire, qui t'a Ouais. refusé justement un poste. Alors, je sais plus, c'était Clara, ton mari est ministre, tu as 9 enfants, en gros, occupe-toi de tes enfants, voilà. Et tu as pu lui démontrer le contraire, en fait, mais tu y es arrivé parce que tu avais quand même quelque part, je sais pas si c'est une colère, mais tu avais vraiment cette volonté de pouvoir Ah lui non, mais montrer après, je te qu'il se dis pas trompait. que c'était. Moi, je suis une grande émotive, hein, donc je te dis pas que sur le moment, ça t'en fait pas un coup de poignard. Et que quand tu vis une injustice, oui, ça te touche profondément. Enfin, moi, en tout cas, pour parler de moi, ça me touche profondément. Mais en même temps, j'avais pas envie de lui donner ce plaisir. Donc, Ouais. pour raconter l'anecdote, c'est que j'étais donc alors pour le coup, là, on passe un peu les années. J'étais passée chef de bureau, j'avais fait un peu de cabinet ministériel, j'étais directeur de cabinet de ministre, et puis ensuite, j'étais revenue comme sous-directeur. Et j'étais candidate à la direction de ce qui s'appelait à l'époque la direction des relations économiques extérieures. Le Premier ministre, qui était Raffarin, était tout à fait favorable. J'étais honnêtement totalement légitime. J'étais un peu, je ne vais pas dire la plus ancienne dans le grade le plus élevé, mais j'étais là depuis longtemps, appréciée des équipes et tout ça. Et Francis Maire, qui était ministre des Finances, pour lui, c'était inconcevable qu'une petite blonde dont le mari était ministre et qui avait plein d'enfants ne soit pas à la maison. Ça dépassait complètement son entendement. Et il m'a reçu et il m'a dit, il m'a regardé et il m'a dit, mais en fait, Clara, je le fais pour vous parce que vous allez exploser en vol. Il pensait bien faire en Ah plus. oui, il pensait bien faire, bien sûr. Et bon, c'est agréable quand on t'entend te dire que t'es pas capable et que Ouais. tu vas exploser en vol. Vous savez, il y a beaucoup de voyages, Mm. c'est beaucoup de responsabilités, c'est très Mm. dur et tout ça, vous vous rendez pas compte. Enfin, comme ça, hein, mais je ne trahis pas ces paroles. Mm. Et je me souviens très bien l'avoir regardé impassible dans les yeux. Et il m'avait donné comme long de consolation un truc qui existait pas encore vraiment, qui était l'Agence française pour les investissements internationaux. Mm. C'était une fusion de l'ambassadeur délégué aux investissements internationaux, une agence qui avait été créée par Didier Lombard un an et demi avant, où en gros il y avait les murs mais pas les portes et les fenêtres. Et c'était une direction avec 3000 personnes, 120 bureaux dans le monde, des grosses équipes et beaucoup de puissance à agir. Et versus l'Agence française pour les investissements internationaux, où il y avait 120 personnes, 10 bureaux à l'étranger. Donc, c'était pas la même chose. Mais j'ai accepté. Et il m'a dit une chose qui m'a aidée aussi. Il m'a dit: «Vous savez, Clara, l'influence est parfois plus importante que le pouvoir». Je me suis dit: «Bah, OK». Je me suis autorisée une petite soirée
de pleurnicherie. Et puis le lendemain matin, je suis remontée sur mon cheval et j'ai bâti avec les équipes un plan d'objectifs et de moyens. Un mois et demi après, je suis allée le revoir. Il m'a regardé pendant 1 heure et demie. Il m'a posé toutes les questions les plus vachardes qu'il pouvait. Mais après, j'avais gagné son respect. Et ça, en fait, tu vois, c'est ce genre d'adversité. Si tu les retournes et tu Oui. lui... Moi, je me souviens très bien que quand je l'ai regardé, j'ai rien dit. Je lui ai dit, mais toi, mec, je vais t'épater. Ouais. Bah, bien sûr. Et en fait, ça a été pour moi un truc. Francis Humer était un homme de l'ancien temps, même si c'était un industriel remarquable. Et, je me suis dit, je vais lui montrer qu'en fait, il a des présupposés qui n'ont pas lieu d'être. Alors, en plus de ça, moi, pendant très longtemps, j'ai fait très jeune. Quand j'avais 40 ans, enfin, parce que j'ai des grosses joues et tout, donc j'avais un côté un peu poupin. Donc, on me donnait pas grand crédit, en fait, hein, donc Mais est-ce qu'il est et revenu sur ce qu'il a dit ou pas? non, 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 parce qu'il l'avait pas, Il n'avait lui, pas intégré. Pour lui, c'était un conseil. ouais, c'était un Ouais. conseil, Mm. c'était, mais après, je dois dire que, oui, après cette séance d'1 heure et demie où il m'a cuisiné et posé plein de questions d'ailleurs, de chef d'entreprise pertinentes sur, les objectifs, les moyens que je voulais mettre, comment je voulais le faire, et cetera. Et encore une fois, là aussi, je me suis faufilée parce que c'était une petite agence, mais il y a un moment où je me suis dit, au fond, si on veut réussir, la France avait une très mauvaise image économique à l'international. Il faut qu'on fasse une campagne d'image dans le monde. Et je suis allée voir Matignon. Je leur ai proposé de financer une campagne d'image. Et en leur disant, normalement, ça aurait dû être le Quai d'Orsay qui en soit le promoteur, ou à l'époque la Datar aussi qui faisait l'aménagement du territoire. Je trouve que le directeur de la Datar était beaucoup plus occupé à faire de la politique et à être proche de Raffarin. Et Bercy n'avait pas très envie que ce soit le Quai d'Orsay. Et donc moi, je suis allée voir Matignon et je leur ai dit, écoutez, moi, je suis une toute petite agence, donc je peux mettre tout le monde d'accord, on peut travailler sur l'attractivité. Donc, confiez-moi le budget. Et en fait, on a réuni à la fois tous les grands patrons, toutes les agences qui faisaient de la promotion. Et c'est de là d'où est né le crédit impôt recherche, c'est de là d'où est né le crédit impôt cinéma. C'est de là d'où est né, ça paraît ahurissant, mais à l'époque, il n'y avait pas de diplôme. Les écoles ne pouvaient pas avoir un diplôme d'État si l'enseignement n'était pas exclusivement en français. Donc, on a ouvert le fait que tu pouvais avoir des diplômes en étant une scolarité exclusivement en anglais en France pour attirer les meilleurs et pas forcément les meilleurs qui parlaient français. Et j'ai eu des députés qui m'ont appelé en me disant mais tu tues la langue française, etc. Je lui dis mais attends, un jeune Chinois qui parle que anglais, s'il vient en France et qui fait ses études en anglais en France, il tombera peut-être amoureux d'une Française et en tout cas il ira acheter son croissant dans la boulangerie et surtout il sera amoureux, il va aimer la France. Donc, il va la promouvoir. Et donc, il va peut-être promouvoir la langue. Mais c'est beaucoup plus important d'être une terre d'attractivité et d'attirer des gens qui ne parlent pas la langue que d'attirer que ceux qui ont appris le français. Donc, on a mis en place une quarantaine de mesures qui ont lancé l'attractivité française. Et on a... j'ai eu du coup un budget de 40 millions d'euros, ce qui pour une agence est beaucoup d'argent. Et là aussi, c'est un peu... moi, j'ai toujours pensé que un métier, c'est important, mais la vraie vie est ailleurs. Donc, j'ai jamais eu le souci de la peur de perdre mon job. Et je me souviens que quand on a lancé cette campagne, il y avait 3 agences qui étaient en compétition. Il y avait effectivement, il y avait Publicis, il y avait Havas, il y avait une agence, enfin, il y en avait eu plein, mais on en avait présélectionné 3. Et une qui s'appelle Ogilvy, qui est américaine. Et on avait choisi, j'avais à l'époque l'ancien président d'Havas qui présidait le comité, j'avais pris un professionnel, il s'appelait Pierre Dozier, il est mort maintenant, et on a été convoqué à Matignon en disant il faut que vous preniez soit Havas, soit Publicis. Et les 2 campagnes n'étaient pas bonnes. Et on a tenu tête en disant
au Premier ministre qui était Raffarin. Donnez-leur la sécurité routière, donnez-leur autre chose. Mais ce que propose Ogilvy, c'est bien mieux. Parce que ce que faisait Ogilvy, c'est qu'il interviewait des patrons étrangers qui étaient venus en France et qui racontaient leur histoire en France. Et donc, c'était des pères qui parlaient à leurs pères. C'était pas la France qui se vantait, c'était des patrons étrangers qui avaient investi en France et qui racontaient leur histoire, ce qui était beaucoup plus puissant. Et ça a marché parce qu'on a quand même aujourd'hui, alors c'est pas que grâce à ça, mais on est devenu quand même vraiment une terre d'attractivité. Mais Super intéressant. Et alors, Clara, donc, vous êtes parents avec ton mari, donc Hervé, de 9 enfants. Comment vous gériez à deux, en fait, les ah 9 enfants? alors L'organisation à la maison? T'avais je sais pas combien de nounous quand même, c'est quand même hyper dur non, de... j'en avais qu'une. Déjà, moi, avec deux, j'ai du mal alors. Ouais. Non, on en avait qu'une. Après, souvent, tu dis que les grands s'occupent des plus Non, petits aussi. moi j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas le cas. D'accord. Parce que j'avais pas envie que, à l'âge adulte, mes aînés me disent, te reprochent, ouais. me reprochent. Les enfants sont des enfants, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de s'occuper d'eux-mêmes, etc. Donc, non, ça j'ai vraiment essayé d'éviter. Moi, j'ai fait des choix. Alors, Hervé, il était en politique, donc il n'était pas beaucoup là, parce que la Savoie, c'est loin de Paris. Il faisait ce qu'il pouvait, mais il n'était pas beaucoup là. Donc, j'ai fait un choix. Enfin, on a fait un choix ensemble, c'est que on n'allait pas dîner dehors. On n'allait pas au restaurant, on n'allait pas au cinéma. On se faisait de temps en temps un petit voyage tous les deux, mais moi, j'ai vraiment voulu profiter de mes enfants. Et donc, c'est ce que je disais sur le travail. Moi, je rentrais à 6h30 le soir à la maison. Je voulais faire le bain, je voulais dîner avec eux, manger mes coquillettes au jambon avec eux. Je voulais profiter d'eux. Enfin, je garde un souvenir béni de ce temps-là. Alors, évidemment, la tendance était très lourde. 3 machines à laver par jour, les courses et tout ça. Ça, c'était un peu plus pénible. Mais bon, je me tapais un caddie devant, un caddie derrière, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les livraisons et tout. C'était la partie. Le seul mauvais souvenir que je garde, c'est les courses et le linge. Et Est-ce puis les que chaussettes dépareillées. l'amplitude d'âge, en fait, entre l'aîné et le ou la dernière? L'aîné, il y a un peu moins de 11 ans d'écart. Ah ouais, donc c'était vraiment très, très proche, quoi. Oui, tant Les qu'à faire. couches et tout, il y a eu... Ah, il y avait 3 couches, 3 tailles de couches. Trois C'est tailles de assez, couches. c'est assez, ouais, c'est Et assez 48 litres de lait par semaine. Ah là là. Ah ouais, c'est impressionnant. Mm. C'est que moi, je suis triplée. Donc, Ah nous, oui. on a triché dans la famille. On est 5, mais il y en a 3 au milieu. Mais en effet, quoi, je sais que c'était... je sais C'est la pas première combien. année que c'est fatigant. Donc Ouais. c'est très dur. La première année, il y a le bébé, il n'a pas le même rythme que les autres. Mais en fait, j'ai abdiqué tout de suite sur l'idée d'être une mère parfaite. Ouais. Je fais comme j'ai pu, Bah ouais. du mieux que j'ai pu. J'ai beaucoup demandé pardon en disant que je faisais pas forcément bien les choses. Non, mais tes Mais enfants sont hyper fiers de toi, quand même, ils aujourd'hui. sont surtout bien dans leur Puis peau, ils ont reçu dans tout leur l'amour. vie. Et bon, c'était un joyeux bordel, mais tu vois, en fait, moi je dis souvent que ce que tu apprends dans ta vie personnelle est tellement utile dans la vie professionnelle. Tu vois, quand tu laisses ton petit garçon de 5 ans avec sa pièce de 2 € aller acheter le pain tout seul et que tu surveilles derrière, qu'il traverse bien la rue en regardant et tout ça, mais que tu le laisses faire et que tu rentres en toi l'angoisse qu'il lui arrive quelque chose et que tu lui fais confiance, bah, c'est un peu... c'est d'apprendre à déléguer, c'est... quand tu laisses ta petite fille de 2 ans faire la pâte à crêpes, bon, la pâte à crêpes, elle est peut-être pas géniale, mais tu vois, c'est cette... quand tu comprends derrière les mots ce qu'ils veulent dire. Moi, j'ai trouvé que d'être mère de famille, ça m'a donné des outils de management incroyables. Quand tu anticipes ce qu'ils vont devoir faire l'été, où est-ce que tu vas les caser l'été pendant que tu travailles, bah, tu apprends l'anticipation, tu apprends, à poser la première question, la deuxième question, la troisième question. Tu apprends à t'occuper des autres, en fait, et en même temps, tu apprends à les faire grandir. Quand tu as des enfants, tu as envie qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent. Et puis surtout, tu apprends à faire confiance à la vie. Parce que moi, pour faire des confidences,
le soir, alors c'était simple parce que pour et puis de pas avoir trop de choses. Moi, ils avaient pas beaucoup de vêtements et donc ils prenaient le bain, ça passait à la machine à laver. Pendant le dîner, ça passait à la sécheuse et le lendemain, ils remettaient la même chose et c'était mis sur leur chaise. Mais sauf que, évidemment, le matin, quand ils se réveillaient, même si tu avais bien tout préparé et tout, il y en avait un qui renversait son lait sur son t-shirt, il y avait l'autre qui avait perdu ses godasses, l'autre, maman, j'ai pas signé mon cahier de correspondance, au milieu du trajet, l'autre qui avait oublié son cartable et tout ça. Donc, tu as forcément plein de choses, d'événements. Et si tu les vis comme des contrariétés, c'est épouvantable. Mais à partir du moment où tu as anticipé, que tu as Mm. prévu la marge et tout ça, bah, tu les vis comme la vie. Mm. Et c'est plutôt joyeux, c'est rigolo, quoi. Tu vois, c'est pas grave. Rien de tout ça n'est grave. Et donc, à partir du moment où voilà, tu ranges la perfection dans le placard et que tu fais comme tu peux, te débrouiller avec les moyens du bord. Moi, j'étais un petit oiseau sur la branche quand j'étais jeune. Et ça m'a appris à tout anticiper, Mm. tu vois, pour eux, pour que la vie soit douce, pour que la vie soit joyeuse, douce, facile. Enfin, t'as pas des enfants pour en chier, t'as des enfants pour en profiter, Ouais, bien sûr. pour savourer, alors moi, j'ai de la chance, c'est des enfants qui ont toujours été très, très rigolos, qui avaient beaucoup d'humour, donc ça rendait les choses plus faciles. Mais tu vois, c'est de savoir se moquer de soi-même, d'avoir un peu de légèreté et tout ça, ça aide tellement dans l'existence. Moi, je vois souvent des jeunes femmes qui ont 40 ans, qui sont comme des machines de guerre, et là, et il faudrait qu'ils fassent ci, je dis, mais Peace. foutez-leur la Prendre du paix et recul, ouais. foutez-vous un peu la paix, quoi. Euh, Justement, bah, tu as quand même vécu des moments, quoi, des tempêtes aussi, quoi. Je veux dire, notamment quand on va parler de G, quand tu Ouais. prends la tête de G, G France, puis VP de G International, tu gères des milliers de collaborateurs et c'est toi qui vas gérer le rachat d'Alstom Energy. On a beaucoup parlé à l'époque. Tu te retrouves un peu au milieu entre les injonctions étatiques et puis les injonctions de ton propre groupe. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, en fait, cette tempête? Et comment est-ce que tu arrives finalement peut-être à prendre du recul et à faire descendre, j'imagine, une tension de dingue que tu dois recevoir un petit peu de partout? Alors là, je dis que je rentrais à la maison à 6h30, pas pendant cette période-là, Ouais, hein. j'imagine. Là, je me souviens très bien, une fois que le deal était fait, de me retrouver un samedi à marcher dans les rues de Paris avec mon mari, en me disant: «Mais tiens, en fait, il y a des gens dans la rue». Parce que ça a été un peu, mais les enfants étaient plus grands, hein, ils étaient ados, enfin mais c'est vrai que ça a été un moment un peu chaud. En fait, avant, on avait, essayé de racheter Areva TND et Mmh. ça n'avait pas marché parce que Sarkozy s'y était, mis en travers et l'avait, vendu à Schneider Electric. Et donc, j'avais vu, je trouve ça très intéressant d'observer dans un deal, il y a beaucoup évidemment de compétences techniques, financières, juridiques, mais quand tu diriges une entreprise, tu es entouré de tous les gens compétents pour ça. Mais en fait, c'est un jeu de comédie humaine et de rapport de force, de rapport d'influence et de tactique, de stratégie et tout ça. Moi, je me souviens, à la signature du deal, on était 70. Il y avait réuni le ministre, mon patron, les avocats, les banquiers, etc. J'étais la seule femme. Il y avait pas un seul homme dans la pièce. Il n'y a pas une seule femme dans la pièce. J'étais la seule. Et, et quand tu, enfin, quand tu es dans cette situation-là, dans cette négociation, d'abord, il faut savoir rester à sa place. Pas chercher à faire ce qui est la responsabilité de l'autre. Et comprendre quels sont les points bloquants pour chacun, les égos de chacun. Et c'est un spectacle extraordinaire. Moi, je me souviens de prises d'armes entre Montebourg et Patrick Cron, mais c'était à filmer, c'était à pisser de rire en réalité, parce que c'était des combats de coqs et de chefs avec des dialogues qui seraient dignes de Michel Audiard. Euh, et donc,
je pense que quand tu prends du recul dans un truc comme ça, qui est un espèce de maelstrom, une grande machine à laver, et que surtout tu te mets pas toi dans l'équation. Ce que tu essayes de faire, c'est d'aboutir, que le projet aboutisse et qu'il aboutisse pour que tout le monde puisse garder la face et puisse dire j'ai gagné. Au fond, c'est ça un bon deal, hein. Quand il y a un perdant et un gagnant, c'est un mauvais deal. Et là, malgré tout ce qui a été dit dans la presse après, c'était un très bon deal parce que Alstom allait à sa perte, Alstom Énergie. Ils n'avaient pas les moyens, il fallait qu'ils remettent 1,5 milliard sur la table, ils n'en avaient pas les moyens. C'était un bon deal pour Alstom parce que ça permettait de donner cet argent à Alstom Transport. Et d'ailleurs, Alstom Transport l'a magnifiquement transformé. Donc, je ne vais pas revenir sur le contenu du deal, mais c'était un bon deal. Et puis, les séances à l'Élysée, c'était d'un comique. Moi, je ne sais pas si je peux raconter ça. Parce que... Ah, si, on veut. Non, mais c'était assez drôle parce qu'il y a eu une séance où il y avait Hollande, qui était président de la République, et Ségolène Royal, qui était ministre de l'écologie. Et c'était la seule séance sur les plusieurs séances où elle était à l'Élysée. Et d'habitude, quand Jeffrey Melt, qui était le patron de GE, venait, il y avait une interprète qui traduisait en anglais et pour Jeffrey Melt et qui traduisait en français pour l'équipe. Et ce jour-là, François Hollande a dit à la traductrice vous ne traduisez que pour Jeffrey Melt, nous on comprend l'anglais. En fait, Ségolène Royal, à l'époque, ne comprenait pas l'anglais. Et donc, elle ne comprenait pas les réponses de Jeff. Et une ou deux fois, elle a posé des questions où il avait déjà répondu. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que des histoires de couple et de vexation viennent dans un moment qui est aussi important. Où, bon, heureusement, j'espère qu'elle ne s'en est pas rendue compte, mais en fait, ça fait marrer, quoi. Tu te dis, même au plus haut sommet de l'État, il se passe des choses comme ça. C'est une pièce de théâtre. En fait, pour répondre à ce que tu dis, c'est cette capacité qu'on a, nous, les femmes, de plus que les hommes, je pense que les hommes, ils sont plus dans... C'est bien d'avoir de l'ego, mais tu vois, moi, je me place, j'essaye de tirer mon jeu de cartes et tout ça. C'est de comprendre la situation et d'essayer... Nous, enfin moi en tout cas, mais je pense que vous, c'est pareil, on s'accomplit parce que le projet aboutit. C'est ça notre fierté. Et donc, ça permet de comprendre qu'est-ce qui fait que telle personne va céder sur tel point parce qu'elle va gagner autre chose, etc. Donc, c'est ce jeu-là qui... et puis, je pense qu'il n'y a pas de meilleure réponse que le fait de ne pas se mettre dans l'équation, parce que dès que tu te mets dans l'équation, tu as peur pour toi et donc tu as un mauvais jugement. Mais c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure en disant que toi, tu vises une ambition qui est plus grande, entre guillemets, que la tienne. Donc, tu n'as pas forcément cet ego, mais tu as cette analyse très fine de toutes les personnes. Certaines peuvent avoir des égos, mais qui vont permettre justement de mieux comprendre, avoir cette empathie pour faire justement avancer le deal en fonction de ce qui va bloquer chez eux ou pas. Ouais, moi, je peux donner 2 exemples. Patrick Ron voulait absolument pas qu'on en parle au gouvernement parce qu'il disait ça va fuiter. Et Jeffrey Meld m'a dit t'obéis à ce que dit Patrick Ron. Et moi, j'ai pas obéi. Je suis allée à l'Élysée leur en parler, ils n'ont pas fuité. Et je suis allée voir à l'époque Pierre Moscovici, qui était après qui était ministre de l'économie, qui m'a dit ça me plaît pas, mais je pense que c'est effectivement une bonne solution. Et puis après, il y a eu les municipales et Montebourg est arrivé. Et je suis allée voir Montebourg, mais en me disant, moi, je sais comment fonctionne un homme politique. Il y a une chose qu'il déteste par-dessus tout, c'est d'être pris par surprise et d'avoir un micro sous la main en lui disant, il y a tel deal, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je me suis dit, moi, je veux pas le mettre dans cette situation-là. Parce qu'il est ministre de la République, il a le droit de savoir que le deal peut-être se fera pas, mais que et je lui fais confiance, il saura se taire. Mais tu vois, c'est cette côté, je lui dis pas parce qu'il saura pas se taire. En fait, c'est pas vrai. Les hommes politiques et les femmes politiques sont des gens responsables, intelligents, et ils savent se taire quand on leur demande de se taire et que c'est important pour le pays.
En tout cas, moi, j'ai misé là-dessus. Et c'est ce qui a fait que, on a fini par trouver un accord. Parmi toutes tes expériences là dans le public, et puis G, quelle a été l'expérience la plus marquante, celle où tu as appris peut-être le plus, la plus difficile, la plus complexe, mais qui finalement t'en sors de là très grandi? Moi, je vais te dire, c'est pas les situations complexes et qui sont les plus difficiles. C'est, ce qui t'empêche de dormir, c'est quand tu as un collaborateur qui va pas bien. C'est, quand il y a une situation personnelle de quelqu'un. C'est les choses humaines, je trouve, parce que toi, gérer heu, d'abord, tu es pas seul, tu vois? C'est quand même un gros bastringue quand il y a un deal ou quand il y a des décisions, collectives. Tu demandes conseil, tu consultes, enfin, moi, j'ai toujours, travaillé de façon très collaborative avec, mes équipes et j'ai jamais trouvé que c'était, ces grands enjeux qui t'empêchaient de dormir. En revanche, ce qui t'empêche de dormir, enfin moi en tout cas, Ouais. c'est, quand tu sens qu'il y a une tension dans l'équipe et que tu sais pas d'où ça vient, que tu as besoin de le comprendre, enfin voilà, heu, moi en tout cas, c'est ça qui m'a plus, préoccupée dans ma vie professionnelle. Parce que quand, les personnes qui sont autour de toi, sont épanouies, sentent que tu leur fais confiance, qui peuvent faire une bourde et moi j'ai toujours dit à mes équipes: «Vous avez le droit de vous tromper, mais il vaut mieux que ce soit vous qui trouviez tout de suite que vous êtes trompés et que, vous veniez avec une solution tout de suite et que vous le disiez. C'est beaucoup plus simple». Parce que si vous attendez d'être pris dans le pot de confiture et alors que vous savez que vous avez merdé, ça va pas faire avancer le schmilblick. Alors que si vous venez en disant: «J'ai fait ça, je pense que j'ai fait une erreur, mais voilà, on se dit: «C'est quelqu'un qui assume». Donc mais en même temps, il faut le dire aux gens parce que si tu le dis pas aux gens, ils osent pas, venir. Ils se disent: «Si j'avoue une faiblesse, ça va être horrible». Donc moi, je peux j'ai ça a été il y a eu des épisodes qui étaient, enfin très très stimulants. Enfin, de toute façon, tu as pas de vie facile. La seule chose que tu peux faire, c'est rendre ta vie intéressante. Mais encore une fois, moi, les épisodes douloureux, c'est enfin les moments difficiles, c'est quand, tu as des frictions dans une Il y équipe a un mal-être dans une équipe ou, ou quelqu'un qui va pas bien et qu'il faut, trouver une solution. je t'entendais sur un podcast où tu parlais du stress et tu disais, «Le stress, ça ne sert à rien». J'ai Le la peur n'évite pas le danger, comme mais dirait l'autre, hein. j'ai adoré parce que c'est assez vrai, en fait, le stress, sauf dans certains cas quand tu as un bon stress avec de la dopamine et tout. Mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ça? Parce que tu as plein de personnes qui sont hyper stressées et d'ailleurs, peut-être plus les femmes, d'ailleurs, que les hommes qui ont vraiment cette volonté de bien faire et qui se mettent une grosse pression. Comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour prendre ce recul et justement, expliquer, en fait, le stress, ça sert à rien? Alors, moi, c'est des recettes, totalement basiques, hein. C'est vraiment très, très, Mais c'est bien de temps très, en temps très, les recettes basiques. très, très basique. Heu, Quand tu pas beaucoup dormi parce que, tu as 3 enfants qui ont été malades et que tu es enceinte et que tu dois aller au bureau, tu te dis: «J'aimerais mieux rester dans mon lit» et tout ça, et là, tu peux te prendre un gros stress. Et en fait, moi, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai, un peu comme le saut de haie. C'est que quand tu as du stress, je dis: «Je pense qu'à l'heure qui suit» Mmh. et je la fais bien. Et puis après, je verrai pour l'heure qui suit si j'y arrive. Tu Mais dans ce qui m l'action. Non, mais c'est surtout l'instant présent. Mmh. C'est pour l'instant, la seule chose qu'on me demande, Mmh. c'est de bien faire ce moment-là. Et et puis on verra après si je m'épuise, si je craque et cetera. Mais je fais juste ça. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée dans la vie parce que souvent le stress est lié au fait que tu vois très loin, Mmh. tu anticipes et tu te dis: «Mais j'y arriverai jamais». Tu fais des «si» quoi, et si, et si, et Et si. s'il se passait ci, s'il se passait ça et cetera. Et en fait, ce que tu maîtrises, dans les moments très compliqués où il y a du brouillard, où tu as un enfant malade à l'hôpital et la seule chose que tu maîtrises,
c'est comment tu vas te comporter là, maintenant, et comment tu vas gérer ce qui se passe là, tout de suite. Et ça te fait retomber tout de suite le stress parce que du coup, tu te concentres sur ce que tu maîtrises aujourd'hui, à cet instant, et puis le reste, bah, tu le géreras à venir. Parce que dans le brouillard, au fond, enfin, c'est un peu comme quand si tu marchais dans le brouillard, bah, tu fais juste le pas que tu vois. Et certes, c'est pas agréable de marcher dans le brouillard, mais le pas que tu vois, bah, tu l'as bien fait, tu es toujours sur le petit sentier. Tu sais pas du tout, tu vois pas le bout, tu sais pas où est la maison, tu sais pas, mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu es sur le bon chemin. Donc, raccourcir dès que tu es stressé, c'est parce que tu vois, tu imagines, enfin, on parle toujours des anticipations anxiogènes. Hem, rire. Rire de soi, du D'une ridicule, région. ouais. Tellement de moments où tu es complètement ridicule. Tu es là à te faire des montagnes et dire: «Mais Clara, mais pourquoi tu te fais cette pression, ce Ouais. truc?» tout ça. Demander pardon, ça aide beaucoup, hein, s'excuser, «Pardon, j'ai pas bien fait les choses, j'ai» tu vois? De reconnaître que, ben, on est des personnes faibles, on fait comme on peut, et puis demander de l'aide. Mmh. Demander de l'aide. Moi, c'est un principe éducatif qui m'a beaucoup servi. C'est que, plutôt que de crier, «Les enfants, mettez la table» et tout ça, «Tu peux m'aider?» Ouais. C'est pas du tout la même chose, tu vois? En fait, être simple, tu vois? On est tous des petites choses, en fait, Ouais. et on a tous, nos vulnérabilités et tout ça, et il y a des moments, bah, tu appelles à l'aide en disant: «Mais ça, je sais pas faire» et tout ça. Alors ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai eu la chance d'arriver, dans des fonctions où j'étais dirigeante, donc c'est peut-être plus facile que quand tu arrives et que tu es, et puis quand tu comprends pas, tu le dis: «J'ai pas compris». Faut me réexpliquer, enfin, pas faire semblant d'avoir compris et tout ça. En fait, la sincérité, ça aide beaucoup. Et puis, moi, c'est un truc que m'avait appris mon beau-frère parce qu'il était tout jeune, il est devenu prof de philosophie, il avait 21 ans, et donc la philosophie, c'est en terminale, et donc il avait l'âge de ses élèves, et et pendant toute l'année, il se baladait, il avait 2 paires de chaussures qui étaient les mêmes, qui étaient des espèces de paraboutes, et je lui disais: «Mais pourquoi tu mets tout le temps les mêmes chaussures?» Il me dit: «C'est parce que j'ai choisi qu'ils se moquent de moi sur ça». J'adore. Et ça, c'est vachement bien aussi, Mmh. de trouver le truc où, on peut te taquiner. Moi, j'oublie tout, donc tout le monde on s'est toujours moqué de moi en me disant: «Tu as pris ta tête, tu as pris ton dossier, tu as pris» de, que ceux qui t'entourent puissent te Ouais. taquiner et se moquer de toi sur quelque chose, c'est vachement important. Après GE, tu cofondes Raise, donc Avec un Gonzague, fonds avec Gonzague de Gonzague de Blinière. Blinière, qui est un fonds vraiment pionnier en fait dans la, Ouais, c'est une finance philanthropique, ouais. bienveillante, etc. Pourquoi ce déclic? Pourquoi tu dis tiens, je veux fonder Raise après GE, et pourquoi, même si je pense qu'on comprend un peu avec ta personnalité, pourquoi ce positionnement très singulier qui est un capitalisme bienveillant Ouais. au final? Alors d'abord, j'ai trouvé quelqu'un qui, enfin qui de moi a été un peu, parce que bon, pour faire 9 enfants et travailler, il faut être un peu inconscient, il faut être un peu taré, quoi, il faut être un peu fou. J'assume, hein. J'ai croisé Gonzague parce que je on a quand j'étais chez GE, j'étais mandatée par GE pour racheter Convertim, et donc j'ai rencontré un homme qui était, contrairement à pas mal de gens que j'avais rencontrés dans le private equity, chaleureux, joyeux, qui, aimait les entreprises dans lesquelles il investissait, et cetera. Et un jour, on déjeune ensemble, et il y avait cet article de Libération qui disait: «Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs». Moi, j'avais travaillé pour, l'attractivité. Gonzague, il a toujours fait du private equity, mais il a toujours fait beaucoup de philanthropie entrepreneuriale, et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait pour notre pays?» Et alors on a imaginé plein de trucs, et puis finalement, on s'est dit, «Ce dont le pays a besoin, c'est de jeunes entrepreneurs. Donc on va créer une fondation pour aider les entrepreneurs à grandir et avoir du capital patient, faire des prêts d'honneur, les accompagner, leur donner des conseils». On a écouté beaucoup de jeunes entrepreneurs qu'on connaissait pour savoir qu'est-ce qui leur manquait, et on s'est dit: «On va pas faire la quête.
Donc, on a créé Raise, qui est une société d'investissement classique, avec un fonds evergreen, enfin un fonds qui a durée indéterminée. Et on est allé voir les grands corporates, les grandes entreprises, en disant, nous, on va investir dans les belles PME qui ont besoin de capital patient, en minoritaire. Donc, les dirigeants savent qu'on ne les rachètera pas. On leur fait confiance. Et nous, pas vous, vous allez avoir la rentabilité classique, mais nous, on va donner 50% de ce qu'on gagne à une fondation. Donc, on a voulu démontrer en acte que la générosité était un moteur économique. Donner 50%, c'est pas rien. Énorme, ouais. Euh, euh, on a recruté des gens avec cette philosophie-là. On a mis la parité dès le premier jour et à tous les niveaux. Et du coup, on a inventé la gouvernance en binôme parce que Gonzague et moi, on est tellement contents de travailler ensemble qu'on a instauré les binômes dans chacune de nos équipes. On a évidemment très vite devenu entreprise à mission. On a fait un fonds d'impact qui était un des plus gros fonds d'impact puisque on voulait investir dans les belles PME à impact et pas simplement les startups à impact. On a fait du venture et on a fait de l'immobilier. Et, et c'est vrai qu'au début, les gens nous regardaient en disant, bon, ils sont bien gentils, ils sont Parce que vous êtes vraiment pionnier. Ah, totalement, oui. Et aujourd'hui, on a 2,2 milliards sous gestion. C'est énorme. Et toutes euh, les personnes qui font partie de Raise, donc de l'équipe d'investissement, 50% de leur caride oui, va à une sont fondation. reversés à la fondation. À la fondation qui a aujourd'hui 60 millions d'euros. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est vous qui avez un peu lancé les fonds impact, parce que maintenant, il y a quand même un certain nombre de fonds Alors, impact. les fonds impact, ça a commencé aussi un peu en même temps que nous, tu vois. Non, il y avait des fonds impact, mais c'était des petits fonds qui faisaient 50 millions et qui faisaient surtout du financement dans des startups. Et nous, comme on avait déjà créé Raise Investissement, on avait déjà levé assez vite 300 millions. Puis on s'est dit, on peut faire un fonds impact où on lève à peu près le même montant pour faire la transition écologique, la transition agricole, l'économie circulaire et le social. Et on a eu la chance d'ailleurs d'avoir la Fondation de France qui nous a fait confiance et qui a mis un premier ticket important qui nous a permis de démarrer. Mais ils nous ont fait confiance parce qu'on avait une culture du don. Ils nous ont choisi nous parce qu'on donnait 50% de notre caride. Aujourd'hui, il y a d'autres fonds comme ça qui reversent 50%. Là, il y en a un qui donne Généo, qui s'est bâti exactement sur le même modèle que nous, mais qui donne 30%. Okay. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas. Mais ce qu'on est en train de monter, et ça, c'est grâce à l'ingéniosité de Gonzague de Blinière, on est en train de monter des fonds de partage. On en a déjà fait un, où là, pour le coup, c'est les investisseurs qui donnent 50%. Et là, c'est beaucoup plus massif parce que pour ceux qui ne connaissent pas le private equity, nous, on est une société de gestion. On investit l'argent des autres. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des investisseurs qui nous font confiance pour investir dans des belles entreprises en espérant que ces entreprises grandissent et que si elles valaient 10 au moment où on les a achetées, elles en valent 20, elles en valent 30 au moment où on revend notre participation parce qu'elles ont grandi. Et la plus-value, il y en a 80% qui revient aux actionnaires et 20% qui revient à l'équipe. Nous, comme on en donne 50%, ça fait 10% qui, chaque année, tombent dans l'escarcelle de la fondation. Mais là, avec les fonds de partage, les investisseurs eux-mêmes donnent 50%. Donc, ça fait une efficacité énorme. Et on a fait un fonds de partage, qui c'est un fonds pour investir pour l'enfance, où la plus-value va à Espérance Banlieue et à l'Institut Imagine. Et là, on est en train de monter un fonds sur la recherche médicale, où la plus-value, où là aussi, les investisseurs renoncent à 50% de leur plus-value. Mais au lieu d'avoir une rentabilité de 15%, ils vont avoir une rentabilité de 7%. Donc, et ça va aller à Gustave Roussy pour le cancer, à Imagine pour les maladies génétiques, à l'Institut Pasteur et pour le cancer et l'audition. Et les maladies, toutes les maladies auto-immunes, toutes les grandes pathologies d'aujourd'hui. Et puis, pour la Fondation pour la recherche médicale, pour que ça serve d'autres causes. Parce qu'en fond, nous, ce qu'on a inventé comme concept, si je puis dire, c'est deux concepts. Le premier, c'est que la générosité, c'est un moteur économique. Et je pense qu'on n'aurait jamais grandi comme on a grandi si on n'avait pas instauré cette générosité massive. Et la deuxième chose, c'est de donner par admiration. Parce que
on associe souvent la générosité avec la compassion et mais en réalité, nous, quand on accompagne des jeunes entrepreneuses, des jeunes entrepreneuses, dans les startups ou dans les associations, parce que maintenant on finance des associations, c'est parce que ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui ont une capacité à aider le monde que nous, on n'a pas. Donc on transmet l'argent, c'est une énergie, on leur transmet cette énergie pour qu'ils puissent accomplir quelque chose qu'on admire profondément. Et ça, c'est un moteur de générosité extraordinaire. Parce que tu vois que l'entreprise que tu as aidée, la start-up que tu as aidée ou l'association que tu as aidée, elle va grandir. Et toi, tu lui as donné un coup de pouce à un moment un peu stratégique qui était un coup de pouce financier. Mais ce qu'elle a accompli, toi, tu aurais été incapable de l'accomplir. Donc, pour nous, pas pour que Gonzague et moi, mais pour toutes les équipes, c'est une vraie fierté de se dire que tu réussis et ta réussite permet la réussite des autres. C'est, enfin, qu'est-ce qui peut rendre plus C'est une heureux? question de rencontre aussi, finalement. Ah bah, c'est toujours une question de rencontre. La rencontre, c'est vraiment ne jamais Gonzague, il dit toujours: «Ne jamais négliger aucune rencontre». Moi, j'avais aussi une question. Aujourd'hui, tu as plein de jeunes très, très diplômés, qui viennent des plus grandes écoles, qui sont devenus complètement anticapitalistes, qui en veulent énormément aux boomers, qui sont pour cette décroissance, qui ont du mal à comprendre que ça existe, le capitalisme bienveillant, et tu l'illustres totalement. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ces personnes-là, qui finalement en plus sont des personnes qui sont hyper smart et qui pourraient tellement aider justement, tu vois, dans des actions concrètes, plutôt que un peu de tout casser de leur côté ou de ne rien faire. Parce que moi, j'ai quand même un certain nombre d'exemples concrets de jeunes brillantissimes, qui ont décidé, par exemple, tu vois, de faire les marchés, tu vois, le matin, parce que ils sont dégoûtés de ce capitalisme et ils se rendent pas compte que justement, ils peuvent avoir un vrai impact pour avoir justement développé ce capitalisme bienveillant et aider à transformer aussi l'économie. Alors d'abord, sur le fond, ils ont raison. Ils ont raison. On a créé une économie, qui par beaucoup d'aspects, hein, est complètement folle et qui est drivée que par l'argent et avec un système qui fait que, honnêtement, il y a il y a des richesses qui vont très, très vite et tant mieux pour eux. Mais, je peux comprendre que, quand tu as fait des études et que tu essayes d'être, je sais pas, d'être écrivain ou de faire des films ou de faire des documentaires historiques ou tout simplement d'être ingénieur et que tu gagnes 1 800 € par mois quand tu es prof et tout ça, je comprends qu'ils ressentent une certaine forme d'injustice et qu'ils ont envie de combattre ça. Donc, je ne suis pas en désaccord, et d'ailleurs c'est pour ça que nous on a créé Raise, c'est de montrer que si tu tu essaies pas d'amasser l'argent la semaine et puis que tu le donnes le dimanche, mais que tu le fais dans ta manière de travailler et que tu fais du partage de profit, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace et ça rassemble tout le monde, en fait. Hem, la deuxième chose, c'est que je pense que la colère est jamais une bonne conseillère. C'est bien d'être en colère un moment, mais guider ta vie par la colère et par le rejet, bah, en fait, ça rend pas heureux. Donc, on n'a qu'une seule vie, on est sur terre pour apprendre à aimer, on est sur terre pour être joyeux et pour être heureux. Alors la vie, elle nous envoie déjà suffisamment de difficultés pour pas en rajouter en se mettant sur la tronche, heu, une colère sur quelque chose que tu maîtrises pas. Et en fait, dans la vie, tu as plusieurs d'abord, il faut de tout pour faire un monde. Tu as des gens qui, vont, rentrer, enfin, l'Asie et les pays asiatiques acceptent ça beaucoup mieux, que nous, les renonçants. Alors ils sont en France, on rentre dans un couvent, mais tu as des gens qui ont besoin de renoncer, qui ont besoin d'être en dehors du monde et c'est très bien. Il en faut. Il en faut et il y a pas à juger. Heu tu as des gens qui ont besoin, qui sont des militants dans l'âme et qui ont besoin de dénoncer et c'est très bien. Chacun a son rôle, chacun a son moteur intérieur, ce qui l'anime. Mais ce qui est vrai, c'est que, il faut trouver, enfin,
tu as 2 manières de combattre. Tu as une manière où tu rentres dans l'art et tu vas dans la mêlée et tu essayes de te battre et tu vas prendre que des coups et ou alors tu crées une lumière à côté qui va éclairer le sombre et tu espères que cette lumière Va va les attirer. s'étendre Ouais. et va compenser le sombre et va éclairer le sombre. Nous, on n'a pas cherché à transformer, moi, General Electric et Gonzague, le private equity dans lequel il était. On s'est dit: «On part de zéro». Alors, c'était un peu audacieux parce que pendant 2 ans, on s'est pas payé. On a quand même des fa enfin, voilà, et mais à aucun moment on s'est dit: «On va échouer». On s'est dit: «On essaye». Heu et heu et en fait, c'est un peu cette confiance dans la vie en disant que, bah, quoi qu'il arrive, on retombera toujours sur ses pieds, tu vois? Rien en fait, quand tu as confiance en toi, tu peux perdre ton côté statutaire, ta représentation et tout ça. Au fond, rien de tout ça ne nous définit. Ça nous définit socialement. Mais moi, quand je regarde, mon parcours, il me définit pas. Moi, ce qui me définit, c'est ce que je suis. Je suis Clara et il se trouve que parce que je suis Clara, j'ai accompli des choses, mais ces choses-là, elles sont données au monde et elles ne me définissent pas. Si tu me transposes au Japon, en plein milieu d'un carrefour ou au fin fond de l'Afrique, où personne ne me connaît, où je ne sais pas comment traverser la rue au Japon et je ne sais pas me débrouiller dans le désert en Afrique, je suis toujours Clara. Mmh. Et c'est ça qui me définit, c'est rien d'autre. C'est pas tous les attributs, toutes les étiquettes et tout ça. Et au fond, garder ça, te dire que tous les matins quand tu te lèves, hem, on dit toujours qu'on est nu et on meurt nu, mais tous les matins on se lève et on est vierge et tout est possible et qu'au fond tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on possède, nous possède. Et d'avoir cette liberté intérieure de se dire que, bah, chaque instant, on le crée. Tu vois, là, tu m'as invité, on crée cet instant. Vous avez décidé de venir. Il y a ceux qui vont nous écouter, qui décident de nous écouter. Tous ensemble, on crée cet instant. Et cet instant n'existerait pas si tu n'avais pas pris cette initiative. Et c'est ça la magie de l'existence. Et au fond, s'émerveiller de ça, je crois que l'émerveillement, c'est sans doute le moteur le plus profond de la vie, de retrouver cette joie profonde qu'on a, pas dans le cerveau, ni même dans le cœur, mais dans le ventre, tu vois, que cette énergie vitale, elle te fait relativiser plein de choses et elle te fait comprendre aussi que le deuil, la séparation et tout ça, qui sont des moments très douloureux, sont aussi des moments d'amour. En fait, je crois que c'est juste remettre, la chose aussi essentielle que d'être vivant, c'est une chance et qu'est-ce que tu en fais là, maintenant, à l'instant T, qu'est-ce que tu vas nourrir? Je connaissais cette histoire de ce petit c'est un conte, alors asiatique, mais je crois qu'il est un peu dans toutes les langues, où tu as un garçon qui a 13 ans qui est élevé par son grand-père parce que ses parents sont morts. Et un jour, il va voir son grand-père et il lui dit: «Je pleure parce que je me souviens plus du visage de mes parents et je suis triste». Et son, grand-père lui dit: «Tu sais, tu as 2 façons dans la vie de faire. Soit on a tous un mouton noir et un mouton blanc en nous et quand même le mieux, c'est d'aller vers le mouton blanc». Et le petit garçon, le garçon lui dit: «Mais grand-père, comment on fait pour, que ce soit le mouton blanc qui gagne? Et pas la tristesse, pas le chagrin et l'amertume, le regret, la colère et tout ça?» Et le grand-père lui dit: «Ça, je peux pas te le dire, c'est à toi de le découvrir». Et c'est une famille de paysans, donc le garçon va, nourrir les animaux et tout ça. Il revient 3 jours après voir son grand-père, il dit: «J'ai trouvé, celui qui grandit, c'est celui que je nourris». Et en fait, c'est ça notre vie. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'alimenter en soi? Mmh. Dans notre vie intérieure, est-ce qu'on a envie d'alimenter la colère, le combat? Alors c'est pas forcément une réponse directe à ce que je te à ta question, mais dans à quoi je peux être le plus utile? Est-ce que je suis plus utile à essayer d'allumer une lumière quelque part, aussi petite soit-elle, à l'endroit où je suis et de me mettre debout, plutôt que d'aller me battre sur quelque chose où de toute façon je le maîtrise pas, je le contrôle pas, et je vais prendre que des coups et ça va justifier ma colère et ça va amplifier ma colère et tout ça.
En tout cas, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est ma philosophie. Aujourd'hui, il y a un gros retour en arrière sur toutes les politiques ESG. Hem, Beaucoup de détracteurs des politiques ESG considèrent en fait que ça a un impact en fait sur la création de valeur économique. En tout cas, c'est pas la priorité. Les horizons entre guillemets sont différents, très court terme, moyen terme, long terme. Comment faire pour que justement il y ait cette intelligence collaborative et collective à tous les niveaux pour se rendre compte justement que si justement intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux, eh bien ça va être plus que de la création de valeur parce que sinon ça va nous mener à notre perte. Écoute, moi, je suis pas une philosophe, je suis pas une politique, je suis pas. Mais nous, on a essayé de le faire sur le terrain. En fait, Raise est une entreprise qui a démontré que on pouvait croître aussi vite et même peut-être parfois plus vite que les autres Et puis vous en l'appliquant. investissez aussi dans des Donc, startups. moi, je suis. Enfin, Gonzague et moi, on est on je- on n'est pas des militants, mais on est des acteurs du concret. On est, comme on dit en bon français, des doueurs. Donc Mm. voilà, on avait envie de montrer que, en fait, ça marche Mais bien sûr. et donner envie aux autres. Donc moi, je vais pas répondre sur quelque chose où je suis pas compétente. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, pour être au conseil d'administration de grands groupes, ils appliquent l'ESG, ils en ont fait un outil de croissance et ça marche. Que ce soit LVMH ou Bouygues, c'est devenu aussi un moteur de croissance. Donc, ceux qui disent que ça fait pas grandir, c'est pas vrai. Mais après, la preuve par l'exemple, tu vois. Justement, donc tu es administrateur dans des grands groupes. Tu en as cité quelques-uns. C'est quoi pour toi être un bon administrateur? Ah, écoute, c'est, je pense que moi, la chance que j'ai, c'est que je suis dans des maisons qui sont des maisons bien tenues. Tu vois, je pense que j'aurais beaucoup de mal à être administratrice dans une entreprise dysfonctionnelle, qu'il faut corriger, réparer et tout ça. Tu as des gens qui sont doués pour ça. Moi, j'aurais plus de mal. J'ai besoin d'admirer pour, euh, pour servir, en fait. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Bernard Arnault. J'ai beaucoup d'admiration pour Martin Bouygues. C'est des personnes très, très différentes, avec des modes de management qui sont très différents. Mais ce qu'ils ont construit est juste impressionnant. Et je pense que d'être bon administrateur, en tout cas moi, dans mon rôle chez LVMH, je suis présidente du comité d'audit et oui, je suis présidente du comité d'éthique et de l'environnement, justement, et du mécénat. C'est j'allais dire, de les protéger d'utiliser l'intelligence collective que constituent les administrateurs pour poser les bonnes questions, pour éventuellement alerter sur certaines choses, donner son opinion, hein, qui ne sont pas forcément des conseils, mais des opinions, à avoir cette vigilance bienveillante pour que justement éviter que il y ait des erreurs qui soient faites ou et comme toujours, on est beaucoup plus intelligent à plusieurs. Donc, quand on est dans des comités, il y a 99% des choses sont bien faites, etc. Mais tu as toujours un sujet que tu peux dire, ça serait bien qu'on le creuse. Il y a toujours quelque chose dans l'entreprise qui va moins bien et qu'on creuse et tout ça. Donc, je pense que c'est ça le rôle. Enfin, en tout cas, dans les entreprises dans lesquelles je suis, c'est comme ça que je le conçois. C'est de tout simplement essayer d'utiliser ce que tu sais et ce que tu comprends. Et encore une fois, l'intelligence collective des administrateurs pour simplement les aider à être meilleurs, en fait, hein, en posant les bonnes questions et quelquefois en donnant quelques conseils. Et le quota Copé-Zimmermann est respecté dans les Oui, bien sûr. conseils Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses justement des quotas, que ce soit Copé-Zimmermann ou Rixin Alors moi, je pense qu'ils sont indispensables. De toute façon, toi, tu les appliques de façon même automatique. Il n'y a même pas la Bah, question nous, de c'est commun, déjà même juste 50%. normal, en Nous. fait. Alors, Ouais. c'est juste la règle de base à tous les niveaux. Mais c'est indispensable parce qu'au fond,
c'est difficile pour des entreprises qui n'avaient pas cette logique-là de la mettre en place. Et au fond, dès que les femmes arrivent à des postes de responsabilité, heu, quand tu dépasses les 30, c'est pas parce que c'est des femmes. Enfin, on n'a plus la justification, c'est parce que c'est des femmes. C'est-à-dire que nous, chez Raise, quelqu'un qui s'exprime, qui a 25 ans, qu'il soit un garçon ou une fille, ou qu'il ait 30 ans ou 40 ans, en fait, c'est la personne qui s'exprime. Et il y a plus ce côté, classification. Donc et puis les femmes, elles sont, hyper performantes, hein. Moi, je suis impressionnée par, l'intelligence, quand on libère le talent des femmes, c'est incroyable ce qu'elles sont capables de produire. Je suis bien d'accord. Si tu regardes ton parcours, hem, quel a été, selon toi, qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'audace? Hem, Moi, c'est pas l'audace, c'est l'envie. L'envie. Moi, j'ai eu envie et peut-être que la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une mère danoise et que je n'ai jamais me suis jamais souciée du regard des autres. Parce que des critiques, j'en ai eu plein, Mmh. hein. Elle Et abandonne ça ses glisse sur toi enfants. les critiques ou ça te renforce Bah, ou en fait, c'est c'est leur problème, ouais, c'est ça. c'est pas le mien. Mmh. Si les gens ont envie de juger que j'ai été une mauvaise mère, Mmh. que j'ai été, mauvaise, je sais pas quoi, c'est leur problème. Moi, j'essaye de faire du mieux que je peux. Je dis pas que j'ai tout fait bien, loin de là. L'art de l'autocritique fait beaucoup de bien. Mais au fond, moi, j'ai eu beaucoup d'attaques assez violentes. Mais en fait, s'ils ont envie de vivre avec cette aigreur, avec cette colère, bah, c'est leur problème. Moi, j'essaie. Alors, évidemment, si quelqu'un que j'aime me critique en me disant: «Tu as fait ci, tu as fait ça», évidemment, là, ça me touche. Si j'ai blessé quelqu'un et tout ça, là, bien sûr. Mais je parle du jugement. Enfin, c'est drôle parce que c'est souvent les gens qui te connaissent pas qui savent le mieux sur toi, tes qualités, tes défauts. Moi, j'ai tout entendu sur moi, Mmh. en fait, y compris, j'ai eu droit à beaucoup d'aventures, extraconjugales avec des gens, tout à fait, pas tellement de mon goût d'ailleurs, mais bah, pourquoi pas, hein? Mais en fait, j'étais pas là, hein. Ah, j'adore. Pour les personnes là qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent et ils sont nombreux, qu'est-ce que t'aimerais qu'ils retiennent en fait, de cette discussion, qu'on a ensemble et notamment on va dire, les femmes parce qu'il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'osent pas et qui ont encore ce fameux syndrome, de l'imposteur. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Hem, Moi, je crois que, on a tous et toutes, une musique intérieure, et que, dans des vies qui sont trépidantes avec beaucoup de responsabilités. Moi, en fait, je suis une grande méditative, j'ai pas l'air comme ça, mais Ah oui d'ailleurs, heu ouais, il faut qu'on en parle de ça. et moi, le premier chose que je dirais, c'est ce que j'ai dit au début sur la différence, c'est que, les autres, et y compris nos proches, cherchent toujours à, quelquefois par affection pour vous protéger, à vous diminuer. «Fais pas ça, c'est dangereux», on passe notre temps à dire ça à nos enfants, et cetera. Et au fond, on est chacune et chacun des personnes uniques au monde, et que notre seule vraie responsabilité dans ce monde, c'est d'être pleinement nous-mêmes. Et on a le droit de faire plein d'erreurs. Heu, mais moi, j'ai toujours, dit à mes enfants, «Vous ferez ce que vous faites ce que vous voulez, mais faites-le bien et faites-le beaucoup». Et se tromper, enfin, on se trompe plein de fois, et se tromper, c'est des apprentissages. Mais ce qui est quand on a cette conviction chevillée au cœur que Camille, il y a que toi qui peux être Camille. Il y a que toi qui peux donner la plénitude de ce que tu es. Mmh. Et vous toutes aussi, c'est pareil. Vous êtes chacune avec un potentiel et une richesse absolument incroyable. Et il y a que vous, personne d'autre. Tout le monde essaiera de vous faire des demi-vous, des quarts de vous et de vous réduire. Parce que ça se fait pas, parce que on va vous juger,
parce que ça plaît pas à quelqu'un qui partage votre vie ou parce que la peur domine, etc. Et donc, avoir cette conscience que, au fond, la seule personne qui peut nous donner notre plénitude, c'est nous-mêmes. Et avoir cette confiance que si on est sur Terre pour quelque chose, et on est sur Terre pour apprendre. Enfin, moi, je pense qu'on est sur Terre pour apprendre à aimer, tout simplement. À aimer la vie, à s'aimer soi-même, à aimer la vie, aimer les autres, aimer construire, aimer bâtir, aimer créer, aimer. Et quand ce moteur-là s'éteint, s'empresser comme le feu des premiers hommes, s'empresser en numéro un de tout, de toutes les autres urgences, de rallumer cette flamme. Mmh. Parce que souvent, elle s'éteint. On est fatigué, on est épuisé, on n'a plus envie, on ne sait plus très bien qui on est, on sait pas. Mais rallumer cette flamme intérieure, parce que c'est celle qui nous, c'est ce désir intérieur qui fait. Toi, tu as rebâti une marque, une belle endormie. C'est pas le devoir, c'est l'envie. Après, il y a bien sûr le patrimoine, etc. Mais donc ça, c'est vraiment la première chose que je dirais, c'est que cette petite flamme intérieure qui quelquefois se transforme en amande amère, racornie. Moi aussi, ça m'est arrivé dans des moments de très grand chagrin, d'incompréhension, etc. Mais de rallumer, se préoccuper d'abord de soi. Et quand on dit prendre soin de soi, c'est pas forcément d'aller faire un spa ou de. C'est ça. C'est nourrir cette flamme intérieure. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, moi, je cite souvent cette phrase de Jacques Brel. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, mais à l'époque, Jacques Brel, qui était un- qui était, comment dire, un macho épouvantable. Mais dans une émission de Jacques Chancel, Jacques Chancel interviewait. Je vous recommande d'écouter les interviews de Jacques Chancel. Ils sont assez extraordinaires. Et ils sont disponibles sur Radio France. Et à la fin de l'émission, Jacques Chancel avait toujours l'art de poser une question où tu as le générique qui tombe et tu peux pas répondre. Et il fait cette phrase avec cette voix incroyable en disant Jacques Brel, c'est quoi votre idéal? Et Jacques Brel a cette réponse que je trouve magnifique. Il dit essayez. Mmh. Et au fond, ça vaut le coup d'essayer. Après, on peut se planter, on peut tomber, tout ça, mais au fond, on, on peut avoir mal, on peut, voilà, l'effort, ça demande du mal, enfin voilà, mais d'essayer. Et puis peut-être terminer avec cette image de Walt Disney que j'adore, parce que Walt Disney, c'était un homme assez incroyable. Et là, il pouvait passer des heures comme ça à regarder en l'air, et en fait, il créait dans sa tête. Et puis après, il contredisait son rêve, il argumentait dessus, il disait non, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Et après, il l'exécutait. Et nous, on est dans un monde où on veut tellement éliminer le risque et tout ça, qu'on passe son temps à critiquer et à gérer. Et remettre toujours le rêve en premier. Et le rêve, il peut être, et c'est pour ça que j'ai écrit ma Francigena, il peut être tout petit. C'est pas des, mais il est grand pour soi. Il est peut-être petit aux yeux des autres. Mais moi, j'ai écrit la Francigena parce que je suis partie marcher toute seule du col du Grand Saint-Bernard à Rome. Partir un mois toute seule, c'est pas grand-chose. Il y a plein de gens qui l'ont fait, qui ont fait des aventures beaucoup plus extraordinaires. Mais j'ai mis 13 ans à le faire. Parce que je me suis dit que la vie m'en donnerait l'opportunité jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était à moi de décider, que j'allais le faire. Et d'organiser pour dire aux autres, bah, écoutez, je serai pas là. Et pour moi, c'était un grand rêve. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de garder en soi des rêves qui peuvent être tout petits aux yeux du monde. Ça peut être de décider de partir en week-end toute seule, en plaquant tout le monde et en disant j'ai juste besoin de ce moment-là pour moi. C'est des choses aussi simples que ça. Euh, mais c'est des choses qui sont des. Et puis peut-être terminer en se disant à la fin de ce podcast, euh, je vais prendre une décision. Je vais faire une chose que j'ai jamais faite.
Parce que l'inconnu, c'est formidable. Mais ça va être ma question d'après. Justement, alors nous, on aime bien terminer sur un petit dictionnaire de l'audace. Clara, qu'est-ce que c'est selon toi ta définition de l'audace? Euh, L'audace, d'abord, c'est un très joli mot. Euh, mais je pense que l'audace, c'est tout simplement, encore une fois, mettre son rêve devant. Hmm. Euh, euh, une fois, j'ai dit une phrase et Gonzague m'a dit, mais tu as tellement raison. C'est quand on a accompli ses rêves qu'on se rend compte qu'ils nous étaient indispensables. Hmm. Et en fait, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est ça l'audace, c'est-à-dire de savoir, de se dire qu'on a un rêve et puis on n'en a pas qu'un, on en a plein, des petits, des grands, des moyens, voilà. Mais de se dire que ça vaut le coup de l'essayer. Euh, et ça n'empêche pas. Bien sûr, ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande de la ténacité, ça demande de la persévérance, ça demande de la résilience. Il ne faut pas nier tout ça, mais d'y mettre beaucoup de douceur. Une femme audacieuse. Une femme audacieuse, c'est une femme, d'abord, qui a le sourire. Je ne crois pas que je connaisse de femme audacieuse qui n'ait pas le sourire. Parce qu'une femme audacieuse, c'est une femme qui a confiance dans elle-même et dans ce qu'elle porte et dans ce qu'elle a envie d'accomplir. Donc, je reviens toujours à ça, hein, parce que je pense que une femme audacieuse, évidemment, il y en a plein, des femmes exceptionnelles qui ont des destins incroyables, mais au départ, elles étaient ni exceptionnelles, ni elles avaient ce destin-là. Elles ont... c'est même pas qu'elles ont pris leur chance, c'est qu'elles ont... elles ont comment dire, elles ont suivi leur voie intérieure et elles y sont allées et elles n'ont pas regardé les obstacles, elles n'ont pas regardé la difficulté. Je raconte souvent cette anecdote parce que moi, elle m'a beaucoup aidée dans ma vie, mais quand j'avais 5 ans, j'ai appris à faire du vélo, comme tous les enfants du monde. Et on était au Danemark, et au Danemark, on vivait sur la plage, et il y avait à peut-être 100 mètres ou 200 mètres, mais ça me paraissait très très loin, une boutique qui vendait des glaces et des bonbons. Et maman nous donnait de temps en temps 50 centimes pour pouvoir acheter un bonbon. Et quand j'ai eu mon vélo, que j'avais appris à faire du vélo, j'ai voulu y aller toute seule avec mon vélo. Donc j'y suis allée, et juste à côté de ce marchand de glace, il y avait un champ d'ortie. Et je suis tombée, j'avais tellement peur de ce champ d'ortie que je suis tombée dans ce champ d'ortie. Je suis revenue en pleurant, en tirant mon vélo, piqué de partout et tout ça, avec ma pièce dans la main. Et le lendemain, j'ai recommencé. Et j'avais toujours tellement peur de ce champ d'ortie que je suis retombée dans le champ d'ortie. Ah. Et le jour d'après, il se trouve que mon père était là. Et je lui dis, papa, tu veux pas m'accompagner? Tu veux pas marcher à côté de moi pendant que je roule pour que je puisse aller acheter mon... Parce que je n'ai toujours pas acheté mon bonbon. Hein. Et papa m'a dit, non, 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 tu vas y aller toute seule, je vais te regarder. Mais tu regardes pas le champ d'ortie, tu regardes le marchand de glace. Et tu fais comme si le champ d'ortie n'existait pas. Et tu fixes tes yeux sur le marchand de glace. Et j'ai réussi. Et en fait, la fable de tout ça, la leçon de tout ça, c'est que quand tu regardes un obstacle, il devient ton objectif. Si tu gardes ton objectif, les obstacles, en fait, moi, je me suis jamais vraiment posé la question de comment j'allais surmonter l'obstacle. Parce que si tu commences à passer ton temps à te dire comment je vais le contourner, il devient ta priorité. Alors que ta priorité, c'est d'arriver là-bas. Donc, c'est voilà. Enfin, super intéressant. Et ta prochaine action audacieuse, si tu en as une en tête? Je pense que tu en as tous les jours. Alors, c'est d'apprendre l'italien. Non, moi, je suis à une époque de ma vie où ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est d'être disponible. Et transmettre. C'est pas forcément transmettre, parce que c'est partager. Je sais pas si j'ai quelque chose à transmettre, mais c'est partager. Et moi, j'ai évidemment beaucoup travaillé, eu des emplois du temps qui étaient un peu minutés.
Et d'avoir maintenant la capacité d'avoir plus de temps, tu vois, de pouvoir participer à une émission comme ça, de rester avec vous ce soir, alors que à une autre époque, je me serais barrée tout de suite après parce que Mm. euh, cette joie de la disponibilité, ça c'est. Mais je pense que c'est ça c'est ça. En tout cas, mon audace à moi, c'est de prendre de faire ce vide là pour être disponible. Parce que faire le vide, c'est de l'audace aussi, hein. Eh bien, un grand merci, Clara. C'était passionnant. Je pense que je vais pouvoir prendre juste une question. Quelle est votre plus grande fierté? Parce que vous avez fait 1000 choses, vous avez eu 1000 vies, plein d'enfants, une belle famille, vous avez travaillé dans l'État, vous avez travaillé avec des petites sociétés aussi. Quelle est votre plus grande fierté dans votre vie aujourd'hui? Euh, je saurais pas. Moi, c'est pas mon moteur, la fierté. Euh, Bien sûr, je suis fière de mes enfants. Je les trouve merveilleux. Moi, c'est la chance. C'est, je suis éblouie par la chance que j'ai eue de pouvoir, de pouvoir, comment dire, je pense, quand j'avais 10 ans, je voulais être missionnaire. Jamais j'aurais pensé qu'un jour je dirigerais un grand groupe. J'ai toujours été un peu surprise des cadeaux que la vie me faisait. Euh, donc peut-être que si je devais mettre une fierté, c'est d'être restée moi-même. D'avoir jamais été tentée par le miroir aux alouettes. J'ai jamais été éblouie par ni le pouvoir, ni les puissants, ni les. Ça m'a jamais fait tourner la tête. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que la simplicité, la sincérité, l'authenticité. Voilà. Mais je ne peux pas dire que. Évidemment, je suis très, très heureuse d'avoir une grande famille, d'avoir eu une vie passionnante, intéressante. C'est un grand bonheur. Mais c'est pas une fierté. C'est juste une chance. Eh bien, un grand merci, Clara. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le diffuser et à en parler autour de vous. Et mettez-moi également une note, ça m'aide toujours beaucoup. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les envoyer auprès de mon équipe sur le mail contact@vvert.com. Vous êtes également les bienvenus à ce podcast puisqu'il se veut inclusif. Donc tous les mois, 7 personnes peuvent venir assister au podcast. Il suffit d'aller sur vvert.com. Donc je vous dis un grand merci et on se retrouve très bientôt pour plus d'audace.